Je m'appelle Bridget Fuller, et j'ai 32 ans. Je me trouve dans une salle de bal avec 200 invités. Sous mes talons, du marbre italien, des lustres en cristal qui inondent de lumière les nappes blanches, et sur mon carton nominatif, ce n'est pas mon nom qui est écrit. Il y est inscrit, pauvre sœur fauchée qui vit au crochet de son frère. Du papier cartonné ivoire, une police calligraphiée. La même main qui a écrit et Madame Gerald Whitfield a écrit ceci. La personne qui a fait ce carton a pris son temps. La femme à côté de moi le voit en premier. Sa bouche s'ouvre. Elle donne un coup de coude à l'homme assis près d'elle. Un gloussement, puis un chuchotement. Puis la table derrière moi se retourne, et les rires déferlent en une vague qui atteint les centres de table. 200 invités, le jour du mariage de mon frère, et Gerald Whitfield me regarde depuis la table d'honneur, avec un sourire que je n'oublierai jamais. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait sur la femme dont il se moquait. Ce que Gerald Whitfield a fait ensuite lui a coûté bien plus que n'importe quelle propriété qu'il ait jamais construite. Et dès le lendemain matin, chaque personne dans cette pièce saurait exactement qui je suis. Bienvenue sur Histoire de drame calme, où de vraies personnes partagent des moments qui ont mis leur dignité à l'épreuve et ont tout changé. Si des gens qui pensent que l'argent les rend supérieurs se sont déjà moqués de vous, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi revenir 13 ans en arrière. J'ai 19 ans, je suis en deuxième année à l'université d'État, avec une double spécialisation en commerce et comptabilité, car mon conseiller m'a dit que c'est là que se trouvent les emplois. J'ai une moyenne de 3,7, un petit boulot à temps partiel où je classe des dossiers d'assurance, et une chambre de dortoir avec une fenêtre qui tremble quand le vent se lève. La vie est ordinaire. Je suis reconnaissante pour cette vie ordinaire. Puis mon téléphone sonne à 2 heures du matin, un mardi d'octobre. Papa est parti. Crise cardiaque à l'entrepôt où il travaillait de nuit. Ils l'ont trouvé entre des palettes de cloisons sèches. Il avait 44 ans. Je rentre à la maison en 3 heures de route. Ethan est assis sur les marches du perron, en pyjama. Il a 11 ans. La voisine se tient derrière lui, les bras croisés, parlant déjà de qui appeler. Notre mère nous a quittés quand j'avais 7 ans. Pas d'adresse de réexpédition, pas de carte d'anniversaire, rien. L'État envoie une assistante sociale dans les 48 heures. Elle s'assoit à notre table de cuisine avec un presse-papier et m'explique qu'Ethan devra être placé en famille d'accueil, à moins qu'un membre de la famille avec un revenu stable puisse en assumer la tutelle. J'ai 19 ans. Je travaille 12 heures par semaine à classer des dossiers. Je partage une chambre de dortoir avec une fille nommée Tasha qui laisse traîner ses élastiques à cheveux partout. Je signe les papiers de tutelle avec des mains qui n'ont pas cessé de trembler depuis 3 jours. J'abandonne l'université le lundi suivant. 2 emplois. 2 jours, employé de bureau dans une entreprise de fourniture de plomberie. Le soir, je donne des cours de soutien en mathématiques au centre communautaire. Ethan à la chambre. Je prends le canapé. Notre appartement a une seule fenêtre, un radiateur qui cliquette la nuit, et un loyer que je peux payer si je saute le déjeuner 3 jours par semaine. Je n'ai pas choisi cette vie, mais je l'ai choisie, lui. 13 ans, c'est long sur un canapé. Mais voilà le truc avec la survie. On continue d'avancer, parce que s'arrêter n'est pas une option. Et puis un jour, on lève les yeux et on réalise qu'on a construit quelque chose. Ethan obtient son diplôme de lycée avec mention, et une bourse complète pour l'université d'État, la même que j'ai abandonnée. Il étudie l'architecture. Il m'appelle tous les dimanches à 8 heures du matin, et nous parlons de tout et de rien pendant 40 minutes. Ces appels sont le meilleur moment de ma semaine. Pendant qu'Ethan est à l'université, je retourne aux études, d'abord dans une université locale, puis je suis transféré dans un programme universitaire de 4 ans. Cours du soir, session d'études le week-end à la bibliothèque publique, pendant que d'autres femmes de mon âge sont à des brunchs et des enterrements de vie de jeunes filles. Je termine mes études à 30 ans. Je réussis l'examen d'expert comptable, CPA, du premier coup. Je suis embauché chez Morrison & Klein, un cabinet de taille moyenne, le 3e plus grand de l'État. Je ne suis l'assisté de personne. Ethan obtient son diplôme à 22 ans, et trouve un emploi dans un petit cabinet d'architecture en ville. Nous célébrons avec une pizza, à la même table de cuisine où j'ai signé les papiers de tutelle. 6 mois plus tard, il m'appelle un mercredi, pas notre jour habituel. Sa voix est différente. Bridge. J'ai rencontré quelqu'un.
Elle s'appelle Paige Whitfield. Ils se sont rencontrés lors d'un vernissage, par un ami commun. Elle a 25 ans, étudie le design d'intérieur. Drôle, douce, et follement amoureuse de mon frère. Je suis heureuse pour lui, sincèrement. Mais le nom de famille de Paige Whitfield vient avec un code postal. Un vrai. Communauté fermée, abonnement au country club, un père qui construit des centres commerciaux et des complexes immobiliers dans 3 comtés. Les Whitfield vivent dans un monde différent. Littéralement. Je ne sais pas encore que le monde des Whitfield a ses propres règles. Et la première règle, c'est que les gens comme moi n'y ont pas leur place. La première fois que je rencontre Gerald Whitfield, il ne me serre pas la main. Il me jauge. 6 mois après le début de la relation d'Ethan et Paige, je suis invité à dîner au domaine des Whitfield. Le mot « domaine » est approprié. 600 mètres carrés, un portail d'entrée, une allée circulaire avec une fontaine qui, j'en suis presque sûr, coûte plus cher en eau par mois que mon loyer. Je porte une robe bleu marine du rayon des soldes de Nordstrom Rack. Je mets la montre de mon père, une Timex avec un verre rayé et un bracelet en cuir usé par 20 ans de travail en entrepôt. C'est la seule chose de lui que j'ai gardée. Gerald ouvre la porte lui-même. Grand, cheveux argentés, des épaules d'homme à qui on n'a jamais dit non. Il regarde d'abord ma robe, puis la montre, ses lèvres se pincent. Alors, que faites-vous, Bridget? Je suis analyste financière chez Morrison & Klein. Intéressant. Il marque une pause. Dans quel cabinet, avez-vous dit? Je répète le nom. Il hoche la tête une fois, puis se tourne vers Diane, sa femme, et commence à parler du vin. Diane a 58 ans, blonde, méticuleuse. Elle sourit comme les gens qui comptent vos défauts. C'est une jolie robe, dit-elle. Est-elle nouvelle? Paige rit nerveusement. Ethan cherche ma main sous la table. Après le dîner, Gerald emmène Ethan dans son bureau. Je suis dans le couloir, faisant semblant d'admirer un tableau, quand j'entends des fragments à travers la porte. Ta sœur première impression nos invités, je ne distingue pas la réponse d'Ethan, mais j'entends le ton de Gerald. Le ton d'un homme qui ne demande pas, il ordonne. Je rentre chez moi, la Timex pressant mon poignet. Gerald Whitfield ne serre pas la main. Il les jauge. Et ce soir, je n'étais pas à la hauteur. Les fiançailles ont lieu 4 mois plus tard. Paige m'appelle elle-même pour m'annoncer la nouvelle. Elle semble vraiment excitée, et je veux croire que c'est tout ce qu'il y a. Mais l'invitation à la fête de fiançailles arrive 3 semaines plus tard, et je remarque les détails. Tenue de country club, 120 invités. Le logo des Whitfield en relief sur l'enveloppe. Oui, la famille a un logo. Je suis assigné à une table près du bar, ce qui est une façon polie de dire, dans le coin du fond. Ethan est à la table d'honneur avec Paige, Gerald, Diane, et la femme d'un sénateur. 12 tables nous séparent. Pendant le cocktail, Gerald arpente la salle comme pour un meeting de campagne. Il présente Ethan à chaque associé, chaque partenaire, chaque contact. Mon futur gendre, un homme qui s'est fait tout seul, le meilleur de sa promotion. Il le dit 4 fois. Je compte. Pas une seule fois il ne mentionne qui a élevé cet homme, fait tout seul, pendant qu'il construisait son classement. Diane me trouve près de la tour de crevettes. Elle me tend un verre d'eau pétillante, pas de champagne. Bridget, un petit mot. Au dîner de répétition, le printemps prochain, les associés de Gerald seront présents. J'espère que vous aurez quelque chose d'approprié à porter. Elle me tapote le bras. Juste une suggestion. Je souris. Je dis merci. Je bois l'eau pétillante. Ce soir-là, je reste assise dans ma Honda Civic sur le parking du country club pendant 15 minutes. Le moteur est éteint. La radio est éteinte. Le parking est plein de BMW, de Lexus, et d'un Range Rover avec une plaque d'immatriculation personnalisée qui dit BLTMO. J'ouvre mon ordinateur portable sur le siège passager. Je crée un nouveau dossier. Je le nomme « Preuve ». Je fais une capture d'écran du SMS de Diane sur la tenue appropriée et je l'enregistre. Puis je ferme l'ordinateur, je démarre la voiture, et je rentre chez moi. 3 semaines avant le mariage, Gerald passe à l'action. Il invite Ethan à déjeuner dans un steakhouse du centre-ville, le genre avec des banquettes en cuir et des entrées à 40 €. Ethan m'en parle ce soir-là,
pendant que je prépare des spaghettis dans ma cuisine. Gérald lui a offert un poste chez Whitfield Property, architecte principal sur un nouveau complexe immobilier en banlieue. Salaire, le double de ce qu'Ethan gagne maintenant. Bureau d'angle, voiture de fonction. C'est incroyable, dis-je. Et je le pense sincèrement. Ethan grignote le pain à l'ail. Il y a une condition. Il ne me regarde pas. Il ne l'a pas dit clairement. Il est trop malin pour ça. Mais il n'arrêtait pas de parler de concentration. De comment un homme doit regarder vers l'avant, pas vers l'arrière. De comment ma sœur, Ethan s'arrête, prend une profonde inspiration. De comment tu rappellerais toujours aux gens d'où je viens. La sauce bouillonne. Je baisse le feu. Il a essayé d'acheter ta loyauté, dis-je. Je l'ai refusé. Ethan, ce n'était pas difficile, Bridge. Ça m'a pris environ 5 secondes. Je hoche la tête. Je remue la sauce. Je ne pleure pas, car j'ai du travail à faire. Plus tard cette semaine-là, l'assistante personnelle de Gérald m'envoie un email. Objet, ressources utiles pour la relocalisation. À l'intérieur, des liens vers des annonces d'appartements à Portland, Oregon, à 4300 km d'ici. L'implication n'est pas subtile. Je transfère l'email dans mon dossier, preuve. J'ajoute les 3 derniers SMS de Diane, ceux où elle demande si j'ai envisagé de me retirer de l'organisation du mariage pour que les familles puissent tisser des liens. Je ne crie pas. Je ne pleure pas. J'ouvre le dossier, et je continue de sauvegarder. Gérald Whitfield pense que je suis un problème. Qu'il peut me délocaliser. Il n'a jamais rencontré quelqu'un qui classe des dossiers pour gagner sa vie. 11 jours avant le mariage, je prépare une enveloppe. Kraft, 23 par 30 cm, le genre que j'utilise au travail quand un client doit faire attention. À l'intérieur, je place 4 documents. 1. Une copie de ma licence d'expert comptable, CPA, délivrée par l'État de Caroline du Nord. 2. Mon badge d'employé de Morrison & Klein, plastifié, avec ma photo et mon titre. 3. Une lettre de recommandation d'un client dont j'ai sauvé l'entreprise d'une erreur d'audit de 2 millions d'euros au printemps dernier. 4. Une lettre d'offre de promotion au poste de directrice principale, effective le 1er juin, en attente de ma signature. Je glisse l'enveloppe dans mon sac de travail. Je ne sais pas si j'en aurai besoin. J'espère que non. Ce dimanche-là, Ethan passe pour notre café habituel. Il est plus silencieux que d'habitude. Il s'assoit sur le canapé, le même où j'ai dormi pendant 6 ans pour qu'il puisse avoir la chambre, et enroule ses mains autour de sa tasse. Je serai là, je lui dis. Je sourirai. Je serai poli. Je m'assiérai à la table 14, ou à la table 40, ou n'importe où ils me mettront. Il lève les yeux. Mais s'il dépasse les bornes devant tout le monde, je partirai, et je ne reviendrai pas. Ethan pose son café. Si tu pars, je pars. Ne dis pas ça. Elle va être ta femme, et tu es ma sœur. Tu es la raison pour laquelle j'ai eu une enfance au lieu d'un numéro de dossier. Nous restons assis en silence pendant un moment. Le radiateur cliquette. Quelque part dehors, une alarme de voiture se déclenche et s'arrête. Je glisse l'enveloppe Kraft dans ma pochette, la petite noire que j'ai achetée pour l'occasion. Elle rentre à peine. Juste au cas où. Je ne sais pas encore que j'aurai besoin de cette enveloppe dans exactement 11 jours. Le dîner de répétition a lieu au domaine des Whitfield. 40 invités, nappes en lin blanc, chandelles, un quatuor à cordes jouant Debussy dans le hall. Gérald accueille chaque invité par son nom. Il se souvient de l'âge de leurs enfants, de leurs projets de vacances, de leurs préférences en vin. C'est un homme qui catalogue les gens comme d'autres cataloguent les investissements, par leur valeur. Quand j'arrive, Diane m'intercepte à la porte. Bridget, si heureuse que tu aies pu venir. Elle se penche. Tu es jolie. Très pratique. Elle me conduit à ma place, au bout de la table, après les partenaires commerciaux et les couples du country club, après les amis d'université d'Ethan et les sœurs de sororité de Page. Je suis à côté de la femme de l'ancien comptable de Gérald, qui passe la soirée à parler de son peloton. Pendant les toasts, Gérald se lève. Il lève son verre. À ma fille, dit-il, la lumière de cette famille. Il se tourne vers Ethan. Et à ce jeune homme qui s'est construit à partir de rien, qui est arrivé avec rien et a gagné sa place à cette table.
Il ne me regarde pas. Pas une seule fois. Je remarque une femme au fond de la salle qui m'observe. Cheveux argentés, lunettes de lecture sur le front, des yeux sombres qui semblent suivre quelque chose. Elle est assise seule. C'est la seule invitée qui ne rit pas aux blagues de Gérald. Après le dîner, Diane me trouve dans le couloir, près du vestiaire. Demain, c'est le jour de Paige, dit-elle. Sa voix est basse, sa main sur mon coude. S'il te plaît, ne ramène pas tout à toi. Je retire doucement sa main. Je n'ai jamais rien ramené à moi, Diane. C'est un peu ça le problème. Je rentre chez moi. Je reste dans ma voiture pendant 20 minutes. Moteur éteint, phares éteints. L'enveloppe Kraft est sur le siège passager. Demain, c'est le mariage. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne suis-je pas parti sur le champ? Parce que j'ai promis à Ethan que je serais là. Parce que quitter un dîner de répétition est une chose, mais quitter le mariage de son frère est quelque chose qu'on ne peut jamais défaire. Alors, je suis resté. Et ce qui s'est passé le lendemain a fait passer ce dîner de répétition pour un simple échauffement. Matin du mariage, samedi, 6h47. Je suis dans mon appartement, devant le miroir de la salle de bain, et le visage qui me regarde est fatigué. Pas le genre de fatigue que le café répare. Le genre qui vit derrière vos yeux après 13 ans à être celle qui gère les choses. Je pose ma robe sur le lit. Bleu marine, ajustée, achetée en solde il y a 6 semaines. Elle n'est pas de créateur. Elle n'est pas empruntée. Elle est à moi, et elle me va comme si elle avait été faite pour moi. J'attache la montre de mon père à mon poignet. Le verre est rayé par un millier de quarts de travail en entrepôt. Et le bracelet en cuir est si doux qu'on dirait de la peau. Une Timex à 23 €, dans un grand magasin en 1998. Elle vaut plus pour moi que tout ce qu'il y a dans la fontaine de Gerald Whitfield. 13 ans que tu es parti, papa. Regarde ce que ton garçon est devenu. Je prends l'enveloppe Kraft. Je la tiens au-dessus de ma pochette. Je la mets dedans. Je la sors. Je la remets dedans. Elle y reste. Le trajet jusqu'au lieu de la réception dure 40 minutes. Le domaine des Whitfield s'étend sur 5 hectares en dehors de la ville, et aujourd'hui, il a été transformé. Des tentes blanches bordent le jardin. Des voituriers en gilets assortis. Un panneau à l'entrée indique « Le mariage Whitfield Fuller », en cursive dorée, bien que le nom « Fuller » soit nettement plus petit. Je me gare entre une Mercedes et un Range Rover. Ma Honda Civic a l'air de s'être égarée. Je vérifie mon rouge à lèvres dans le rétroviseur. Je vérifie l'enveloppe dans ma pochette. Je vérifie la montre de mon père. 8h22 du matin. La cérémonie commence à 10h. Je n'ai pas ma place ici. Je le sais. Ils le savent. Mais Ethan se marie aujourd'hui, et rien ne m'empêchera d'être là. La salle de bal est magnifique. Je dois le reconnaître à Gérald. Sol en marbre italien, poli jusqu'à devenir un miroir. Des lustres en cristal, 3 d'entre eux, échelonnés au plafond comme des feux d'artifice figés. Des arrangements floraux plus hauts que moi. Rose blanche, pivoine et eucalyptus débordant d'urnes argentées. Chaque table est drapée de lin ivoire avec des assiettes de présentation dorées. 200 chaises, avec des nœuds en satin blanc attachés à chacune. Je les compte, parce que c'est ce que je fais. Je compte les choses. Je trouve ma table. Table 14, dernière rangée, coin extrême droit, à 2 mètres des portes de la cuisine. À travers le mur, j'entends le personnel de restauration qui cliquette des plateaux et crie des commandes. Les collègues d'Ethan sont à la table 3. Son colocataire d'université est à la table 5. Son ancien entraîneur de baseball, qui a conduit 40 minutes pour être ici, est à la table 7. Sa sœur, celle qu'il a élevée, est à la table 14. Je tire ma chaise. Les cartons nominatifs sont disposés en demi-cercle autour du centre de table. Tous les autres cartons sont dressés, tournés vers l'extérieur. La calligraphie est visible à 1 mètre de distance. Le mien est face contre table. Je regarde autour de la table. La femme du partenaire commercial de Gérald. Un couple que je ne reconnais pas. Un homme plus âgé qui fait défiler son téléphone. Une chaise vide. Personne à cette table ne sait qui je suis. Personne à cette table n'a été prévenu.
Je tends la main vers le carton. Papier cartonné ivoire. Lourd. La calligraphie au dos est élégante. La même écriture que celle de l'invitation. Le même style sur chaque carton, à chaque table. Je le retourne, et le souffle me manque. 200 chaises, des nœuds de satin blanc, et la mienne est la plus proche de la sortie. Je comprendrai dans environ 10 secondes. Le carton indique, pauvre sœur fauchée qui vit au crochet de son frère. Je le lis 2 fois. La calligraphie est magnifique. Quiconque a fait ce carton a utilisé le même stylo, la même encre, la même main qui a écrit Aimé Madame Gérald Whitfield sur l'arrangement de la table d'honneur. Ce n'est pas une farce d'un traiteur, ou une erreur d'un imprimeur. C'est de la précision. La femme à côté de moi, la femme du partenaire commercial de Gérald, jette un coup d'œil. Ses yeux s'écarquillent. Elle couvre sa bouche, mais le rire est déjà sorti. Elle donne un coup de coude à son mari. Il lit le carton. Il glousse. Il chuchote au couple en face d'eux. Je regarde le rire se propager comme un courant. La table 14 le voit. Puis la femme de la table 13 se retourne, tendant le cou. Quelqu'un lève un téléphone. Oh mon Dieu, dit une voix. C'est terrible. Il rit. Je me lève. Je tiens le carton entre mon pouce et mon index. Je regarde vers la table d'honneur, par-delà les roses et les assiettes de présentation, et les 200 invités dans leurs robes de cocktail et leurs costumes sur mesure. Gérald me regarde. Il est assis au centre de la table d'honneur. Diane à côté de lui, un verre de Prosecco à la main. Il lève le verre d'1 centimètre. Un salut, un défi, une jauge. Ses lèvres se courbent. Il sourit. Mes mains sont stables. Mon rythme cardiaque est d'environ 130, mais mes mains sont stables, et c'est important, car je refuse de laisser 200 personnes me voir trembler. Je pose le carton, face visible, sur la table. Je l'aplatis avec la paume de ma main. Si vous voulez me faire honte, ayez le courage de le faire là où tout le monde peut le voir. Je me rassieds. Les toilettes ont des comptoirs en marbre et des serviettes en tissu pliées en éventail. Même les toilettes de cet endroit coûtent plus cher que mon appartement. Je verrouille la porte. J'appuie mes paumes à plat sur le comptoir et me penche en avant jusqu'à ce que mon front touche presque le miroir. Rester ou partir. Si je pars, Gérald gagne. Il obtient exactement ce qu'il voulait. La sœur embarrassante est partie. Le récit est propre. L'image de marque est intacte. Ethan se marie dans la famille Whitfield sans aucun rappel de soupe en conserve et de papier de tutelle. Si je reste, j'assiste au mariage de mon frère avec un carton qui me traite de parasite, entouré de gens qui trouvent ça drôle. Mes mains tremblent maintenant. Je serre le bord du comptoir jusqu'à ce que le tremblement cesse. Le visage dans le miroir n'est pas celui d'une femme qui supplie. Ce n'est pas une femme qui s'explique. C'est une femme qui a signé des documents légaux à 19 ans, et qui a appris la comptabilité en partie double pendant que son petit frère faisait ses devoirs à la même table de cuisine. J'ouvre ma pochette. L'enveloppe Kraft est là, pressée entre mon portefeuille et un paquet de mouchoirs de voyage. Licence de CPA. Lettre de promotion. Recommandation d'un client qui a dit à mon directeur que j'avais sauvé sa société. Pas encore. Je me lave les mains. Je retouche mon rouge à lèvres. Je redresse le col de ma robe bleu marine. Ethan descendra cette allée dans 40 minutes. Si je ne suis pas dans cette salle, Gérald ne gagne pas seulement aujourd'hui. Il gagne l'histoire. Il devient l'homme qui a accueilli un garçon pauvre dans sa famille par générosité. Et je deviens la sœur qui n'a pas pu le supporter. Je retourne dans la salle. Je m'assieds à la table 14. Je place le carton nominatif face visible, centré devant mon verre d'eau. Quelqu'un à cette table a déjà pris une photo de mon carton. Je ne le découvrirai que demain. La cérémonie se déroule à l'extérieur, dans le jardin derrière le domaine. 200 chaises disposées en croissant sous un dais de tissu blanc et de guirlandes lumineuses. Un quatuor à cordes joue Pachelbel pendant que les invités prennent place. Je suis au 12e rang. Il n'y a que 12 rangs. Le cortège commence. Demoiselles d'honneur en lavande. Garçons d'honneur en gris anthracite. Les sœurs de sororité de Page. Sa cousine, son amie d'enfance du Connecticut. Du côté d'Ethan, son colocataire d'université,
son patron, 2 amis du cabinet. Pas de famille, car je suis la seule famille qu'Ethan ait, et je suis au 12e rang. Puis Paige apparaît. Elle est magnifique. Vraiment magnifique, dans une robe qui a probablement coûté plus cher que ma voiture. Gérald la conduit à l'hôtel, le menton levé, la démarche mesurée, sa main possessive sur son coude. Il ne la donne pas. Il la présente. Ethan est debout à l'hôtel. Il porte un smoking qui lui va comme s'il avait été cousu sur lui. Et ses yeux sont humides, et il ressemble à notre père. La même mâchoire, la même constance tranquille, la même façon de se tenir comme si le sol sous lui était solide, même quand il ne l'est pas. Ils échangent leurs vœux. Paige promet de l'aimer. Ethan promet de l'aimer. Puis Ethan ajoute quelque chose qui n'est pas dans le programme imprimé. Je veux remercier les personnes qui ont fait de moi ce que je suis. Il me regarde. Pas Gérald, pas Diane, pas les 200 invités dans leur chaise de créateur. Moi. Au 12e rang. La mâchoire de Gérald se crispe. Diane porte la main à son collier de perles. Je pleure silencieusement, heureuse pour Ethan, fière de lui, et complètement, totalement seule dans un jardin qui coûte plus cher que notre appartement d'enfance. Il est magnifique, là-haut. Mon petit frère. Le garçon que je nourrissais de soupe en conserve pour le dîner, parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. L'heure du cocktail. Le jardin se transforme en un lieu de rencontre où circulent flûtes de champagne et conversations légères. Je suis près du bar avec un verre d'eau pétillante. Le barman ne m'a pas demandé ce que je voulais. Il a vu mon numéro de table et a servi. Quand une femme apparaît à côté de moi. Cheveux argentés, lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. C'est celle du dîner de répétition, qui m'a regardé sans rire. J'ai vu votre carton, dit-elle. Je me crispe. Tout le monde a vu mon carton. Je m'appelle Lorraine. Lorraine Whitfield Caruso. Elle laisse cette information faire son effet. Je suis la sœur de Gérald. Je ne dis rien. Elle sort son téléphone de son sac à main. Elle fait défiler jusqu'à une photo, pas une récente. L'écran montre une image délavée d'un carton de table, pris de dessus. Les bords sont jaunis. L'écriture est indubitable. Même inclinaison, même pression, même encre. Le carton indique l'embarras de Gérald. L'enseignante qui s'est mariée en dessous de sa condition. 1995, dit Lorraine. Mon mariage. Il les a fait faire pour ma place à la réception. Même papier cartonné. Même stylo de calligraphie. Je fixe le téléphone. 30 ans. Même papier, même encre, même homme. Que s'est-il passé? Je demande. Je suis restée silencieuse. Pendant 30 ans, je suis restée silencieuse. Il a dit à nos parents que j'étais instable. Il a dit à ses amis que j'avais épousé un homme inférieur à moi. Finalement, ils ont tous arrêté d'appeler. Sa voix est égale, mais pas ses mains. J'ai perdu 8 ans avec mes parents avant leur mort. Je jette un coup d'œil à la montre de mon père. Le verre rayé capte les lumières du jardin. 23h47, le cocktail touche à sa fin, et une inconnue vient de me donner 30 ans de preuve. J'ai 64 ans, dit Lorraine. Je n'ai plus rien à perdre, mais vous avez encore le temps. Ne faites pas la même erreur que moi. Lorraine a épousé Tom Caruso au printemps 1995. Tom était professeur de technologie dans un lycée d'une ville à 60 km au sud d'ici. Il conduisait un pick-up, portait des chemises en flanelle le week-end, et entraînait bénévolement l'équipe de baseball junior. Gérald avait 31 ans et bâtissait déjà son empire. Sa sœur épousant un enseignant était, selon ses propres mots, un handicap pour la marque. Il m'a dit que je gâchais mon éducation, dit Lorraine. Nous sommes assises sur un banc de pierre près du portail du jardin, loin de la foule. La musique de la salle de bal n'est qu'un bourdonnement étouffé. Il a dit que Tom me tirerait vers le bas, que les gens parleraient. Gérald a commencé par le plan de table. Lorraine a été reléguée au fond à chaque événement familial. Puis les invitations ont cessé d'arriver. Puis les appels téléphoniques. Quand leurs parents ont atteint la soixantaine, Gérald les avait convaincus que Lorraine était perturbée, que le mariage l'avait changée, qu'elle avait besoin d'espace. Je n'ai pas vu ma mère pour les 2 derniers Noëls de sa vie, dit Lorraine. Gérald lui a dit que j'étais trop occupé.
Il m'a dit qu'elle ne voulait pas de visiteurs. Elle s'interrompt, ajuste ses lunettes de lecture. Tom est mort il y a 6 ans. Cancer du pancréas. Gérald n'est pas venu à l'enterrement. Je laisse cela en suspens. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que vous êtes assise à la table 14 avec un carton qui ne porte pas votre nom. Et je sais exactement comment cette histoire se termine si vous ne faites rien. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je regarderai, et si vous avez besoin d'un témoin, vous en avez un. Le cocktail se termine. Les portes de la salle de bal s'ouvrent, et 200 personnes entrent pour la réception. Je rentre en dernier. Lorraine est à 6 pas derrière moi. La réception est une production. Gérald a chorégraphié chaque détail. L'éclairage passe d'un or chaud pendant le dîner à un bleu froid pendant les toasts. Le DJ lance la musique entre les plats. Les serveurs se déplacent en motifs synchronisés, comme un ballet pour gens riches. Je suis de retour à la table 14. Mon carton est toujours face visible. Personne ne l'a enlevé. La femme qui a ri plus tôt évite maintenant mon regard, mais elle n'a rien dit à personne à ce sujet. Le silence est moins cher que la confrontation. Le dîner est servi. Filet mignon au beurre de truffe, asperges rôties, un gâteau de mariage à 3 étages visible sur une table d'appoint sous un projecteur. Je mange, parce que j'ai payé 13 ans de repas pour un garçon qui a grandi pour s'asseoir à la table d'honneur, et je mérite ce steak. Puis Gérald se lève. Il fait teinter son verre avec une fourchette à dessert. La salle se tait. 200 personnes tournent leurs chaises vers la table d'honneur comme des tournesols suivant la lumière. Je voudrais dire quelques mots sur la famille, commence Gérald. Sa voix est chaleureuse, exercée, la voix d'un homme qui a convaincu des investisseurs pendant 30 ans. Il fait l'éloge de Paige, ma princesse, mon héritage. Il fait son propre éloge. J'ai bâti cette entreprise à partir d'un seul accord, une poignée de main, et la conviction que la famille est tout. Puis il se tourne vers Ethan. Et Ethan, un jeune homme qui a surmonté les circonstances. Il marque une pause, laisse le mot en suspens. Nous sommes fiers de l'accueillir dans notre famille. Il s'en est sorti tout seul. Autre pause. Tout seul. La salle applaudit. 200 verres se lèvent. Le mien reste sur la table. Diane se penche par-dessus le centre de table. Elle prend mon carton nominatif, le retourne face contre table, et le tapote doucement. Ne faisons pas de scène, ma chérie. Circonstance. Il l'a dit comme s'il grattait quelque chose de sa chaussure. Je m'excuse de la table. Le domaine des Whitfield relie la salle de bal à la résidence principale par un couloir vitré, bordé de portraits de famille. Gérald lors d'une cérémonie de première pierre. Gérald serrant la main du gouverneur. Gérald et Diane à un gala de charité. Aucune photo de Lorraine. Pas une seule. Je ne fouine pas. Je cherche des toilettes qui ne sont pas pleines de demoiselles d'honneur en train de se remaquiller. Mais la porte du bureau de Gérald est entr'ouverte, et la lumière à l'intérieur est allumée. Et je m'arrête, parce que je vois l'imprimante. C'est une jet d'encre grand format sur une table d'appoint, le genre qui gère le papier cartonné. Dans le bac de sortie, il y a une feuille de papier ivoire, du même grammage, de la même finition que les cartons dans la salle de bal. Je fais un pas à l'intérieur. Je ne touche à rien. Je me penche et je lis. L'impression de test dit, pauvre sœur fauchée qui vit au crochet de son frère. Version préliminaire, police légèrement différente de la finale. À côté, attaché au bac avec une pince à dessin, il y a une note manuscrite sur le papier à lettres personnelles de Gérald. Je reconnais le monogramme. Utilisez la même police que les autres. Elle pensera que ça vient de l'organisatrice. Il a planifié ça. Il s'est assis à ce bureau, sur cette chaise, sous un portrait de lui-même serrant la main d'un membre du Congrès, et il a écrit des instructions pour mon humiliation. Je sors mon téléphone. Je photographie l'impression de test, la note manuscrite, l'imprimante, et le bureau. 4 photos. Je ne prends pas le papier. Je ne dérange pas la pince. Je remets mon téléphone dans ma pochette, à côté de l'enveloppe Kraft. Je retourne dans la salle de bal. Je m'assieds à la table 14. Je pose mes mains à plat sur la nappe. Ce n'était pas une blague. C'était une stratégie. Et il me reste exactement 1 heure avant la danse père-fille.
Les toilettes, encore. Cette fois, je me recoiffe quand Diane entre. Elle a bu. Pas au point de tituber, ni d'avoir la langue pâteuse, mais ses angles sont plus doux. Le sourire rigide s'est détendu en quelque chose de presque honnête. Tu sais, dit-elle en s'appuyant contre le comptoir. Gérald n'a pas toujours été comme ça. J'attends. Quand nous nous sommes mariés, il était gentil. Il m'ouvrait les portes. Il m'écrivait des mots. Elle étudie son reflet. Puis l'argent est arrivé, et l'argent a apporté des standards. Et les standards ont apporté des règles. C'est ce que vous vous dites? Elle tressaille. Je te le demande, Bridget, de femme à femme. Laisse ce soir être la soirée de pêche. Ce n'est pas moi qui ai mis ce carton sur la table, Diane. Silence. Elle se redresse, lisse sa robe. La douceur a disparu. Le masque de la performance se remet en place comme un os qui glisse sur un autre. J'essaie de t'aider, dit-elle. Non, vous essayez de me gérer. Il y a une différence. Elle part. La porte se referme derrière elle, et je suis seul avec les comptoirs en marbre et les serviettes en tissu pliées en éventail. Je regarde mon reflet. Robe bleu marine, montre de mon père, une coiffure que j'ai faite moi-même, car j'ai toujours fait mes propres coiffures. Diane a vécu dans l'ombre de Gérald si longtemps qu'elle pense que c'est la lumière. Je retourne dans la salle de bal. Le DJ joue quelque chose de lent. Des couples se dirigent vers la piste de danse. Gérald rit à quelque chose qu'un homme en costume à rayures a dit. Paige est radieuse, son bras lié à celui d'Ethan. Mon téléphone vibre. Un SMS de mon directeur, Marcus. Félicitations, la promotion est officielle. Nous l'annoncerons lundi. Je le lis 2 fois. Je ferme mon téléphone. Je le remets dans ma pochette, à côté de l'enveloppe. Il y a 1 heure, j'étais la sœur Fauché. Maintenant, je suis directrice principale. Personne dans cette pièce ne le sait. 200 personnes dans cette salle de bal, et aucune d'entre elles ne sait ce que j'ai trouvé dans le bureau de Gérald. Aucune d'entre elles ne sait ce qu'il y a dans ma pochette. Et aucune d'entre elles ne sait ce qui est sur le point de se passer quand la musique s'arrêtera. Si vous avez déjà été la seule personne dans une pièce à connaître la vérité, continuez à regarder. C'est ici que tout bascule. La danse père-fille. Gérald conduit Paige au centre de la piste. Le DJ joue un classique, le genre de chanson qui fait pleurer les mères et rend les pères plus grands. Gérald tient sa fille comme si elle était en porcelaine, la faisant tourner lentement sous les lustres tandis que 200 invités soupirent à l'unisson. Je suis à la table 14. Les chaises autour de moi sont vides maintenant. Mes compagnons de table se sont déplacés vers la piste de danse, le buffet de dessert, le bar. Je suis seul avec un centre de table, un carton nominatif retourné, et le son de Gérald Whitfield applaudi pour être un père. La chanson se termine. Applaudissements. Gérald embrasse le front de Paige et retourne à la table d'honneur, comme un général qui vient de remporter une escarmouche mineure. Puis quelqu'un s'assoit à côté de moi. Ethan. Nœud papillon desserré, manche encore retroussée depuis le cocktail. Il sent le champagne et l'anxiété. Et, ça va? Je vais bien. Tu ne vas pas bien. J'ai vu le carton. Je me tourne pour le regarder. Tu l'as vu. Je l'ai vu avant toi. Il ne chuchote pas, mais sa voix est tendue. Paige me l'a dit hier soir, vers 2 heures du matin. Elle a dit que son père les avait fait faire spécialement. Il s'arrête. J'ai failli tout annuler. La pièce semble plus petite. Tu savais depuis hier soir? Depuis 2 heures du matin. Je n'ai pas dormi. Je ferme les yeux un instant. Mon petit frère, 24 ans, assis dans un smoking qui coûte plus cher que le canapé sur lequel j'ai dormi pendant 6 ans, me disant qu'il a failli annuler son mariage parce que quelqu'un m'a insulté. Il s'assoit à côté de moi comme si nous étions de retour sur ce canapé, celui où je lui lisais Harry Potter jusqu'à ce qu'il s'endorme. Paige m'a supplié de ne pas annuler, dit Ethan. Elle a dit que Gérald voulait juste marquer le coup, que ça passerait. Et tu l'as cru? J'ai cru qu'elle était terrifiée par son père. Il se redresse sur sa chaise. Je sais à quoi ça ressemble, Bridge. Je me souviens de ce à quoi ça ressemblait quand l'assistante sociale est venue. Quand tu avais peur, mais que tu as signé quand même.
Je ne le corrige pas. Il a raison. Alors, j'ai fait une promesse à Paige, dit-il. Si Gérald fait une chose de plus ce soir, une seule chose de plus, je me lèverai devant tout le monde. Ethan, c'est ton jour de mariage. Ne fais rien que tu regretteras. La seule chose que je regretterai, c'est de te laisser partir d'ici seul. Le quatuor à cordes recommence. Quelque chose de Vivaldi. Autour de nous, les gens dansent, boivent, posent pour le photographe. La machinerie normale d'un beau mariage. Et nous sommes là, à la table du fond, à comploter une confrontation comme deux soldats examinant une carte. Il a fait ça à Lorraine aussi, je dis. Ethan me regarde. Quoi? En 1995. Même écriture, même papier cartonné. Elle a épousé un professeur. Gérald a fait un carton qui disait « L'enseignante qui s'est mariée en dessous de sa condition ». C'est sa sœur. Oui. Ethan se rassied. Il reste silencieux pendant un long moment. Quand il parle, sa voix ressemble à celle de notre père. Il ne s'arrêtera jamais, n'est-ce pas? Non. Alors, j'ai besoin que tu me montres ce que tu as. Je plonge la main dans ma pochette. Je sors l'enveloppe Kraft. Je la tiens sur mes genoux. Pas ici, je dis. Le jardin. Dans 5 minutes. Il hoche la tête. Il se lève. Il boutonne sa veste. Il se dirige vers la table d'honneur pour dire quelque chose à Paige. Je n'entends pas quoi. Et puis il se tourne vers les portes du jardin. Je suis. Mais avant que nous n'atteignions le jardin, Gérald reprend le micro. C'est inhabituel. Le père de la mariée a déjà porté son toast. Le DJ est déjà passé à la musique de danse, mais Gérald est Gérald. Et quand Gérald veut un micro, il en obtient un. Une dernière chose, dit-il, et la salle pivote. Il se tient au centre de la table d'honneur, Prosecco à la main, regardant les 200 visages comme un homme inspectant une propriété qui lui appartient. Je veux reconnaître la situation familiale d'Ethan. Ma main se crispe sur l'enveloppe. Tout le monde n'a pas les avantages que ma fille a eus. Tout le monde ne grandit pas avec un foyer stable, avec des ressources, avec un nom qui ouvre des portes. Il laisse le silence s'installer. C'est un homme qui comprend le timing comme je comprends les bilans, instinctivement. Mais Ethan s'en est sorti tout seul. Par le travail acharné, par le talent, par la détermination. Il n'avait pas besoin d'un filet de sécurité. Il n'avait besoin de personne pour le porter. Il se tourne vers Paige, lève son verre. Et maintenant, il a une vraie famille. Le mot « vrai » détonne doucement. Je le sens dans mes dents. 200 verres se lèvent. La salle applaudit. Gérald sourit, le sourire d'un homme qui n'a jamais été contredit dans sa propre maison. Ethan est debout près des portes du jardin. Il ne lève pas son verre. Ses yeux croisent les miens à travers la pièce. La montre de mon père presse mon poignet. Tout seul. Gérald l'a dit comme un fait. Comme si 13 ans de soupe en conserve, de cours du soir, d'audience de tutelle, et de sommeil sur un canapé pendant qu'un enfant grandissait dans la pièce d'à côté, étaient des choses qui se produisaient dans le vide. Tout seul. En 3 syllabes, il m'a effacé devant 200 personnes. Ethan marche déjà vers le jardin. Le jardin est calme. Guirlande lumineuse au-dessus de nos têtes, chemin de gravier sous nos pieds, la musique de la salle de bal n'est qu'une pulsation sourde à travers les murs. L'air sent le jasmin, l'herbe tondue, et quelque chose qui se termine. Je me tiens face à Ethan. L'enveloppe Kraft est entre mes mains. Je pourrais monter à ce micro tout de suite, dis-je. Je pourrais ouvrir cette enveloppe, lire mon numéro de licence CPA, montrer la lettre de promotion. Dire à chaque personne dans cette salle que la sœur Fauché dont il se moque vient d'être promue directrice principale dans l'un des plus grands cabinets comptables de cet État. Ethan attend. Mais ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas ce que papa m'a appris. La Timex fait tic-tac contre mon poignet. Quelque part à l'intérieur, la ligne de basse d'une chanson de danse résonne à travers le sol. Je ne vais pas faire de scène. Mais je ne vais pas me laisser effacer. Ce que tu fais de ces informations, c'est ton choix. Je lui tends l'enveloppe. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir devant tout le monde. Tu n'es pas obligé de dire un mot. Mais tu devrais savoir ce qu'il y a dedans,
Parce que ton beau-père a passé la dernière année à essayer de convaincre le monde que je ne suis rien. Et je ne suis pas rien. Ethan prend l'enveloppe. Il me regarde comme il m'a regardé la nuit où j'ai signé les papiers de tutelle, comme si j'étais la seule chose solide dans une pièce qui bascule. Je ne l'ai pas élevé pour qu'il me regarde me faire humilier, dis-je. Et je le pense, chaque mot. Tu ne vas pas me regarder me faire humilier non plus, dit-il. Il se tourne vers les portes de la salle de bal. Ethan. Je sais ce que je fais, Bridge. Je le suis. Les portes s'ouvrent, et la musique joue toujours. Ethan s'arrête dans une alcôve du jardin, un banc de pierre entouré de haies de buis, à mi-chemin entre la salle de bal et le parking. Il ouvre l'enveloppe Kraft. Il lit d'abord la licence CPA. Fait glisser son pouce sur le sceau de l'État. La met de côté. La lettre de promotion ensuite. Ses yeux parcourent les mots « Directrice principale, Morrison et Klein ». Effective le 1er juin. Salaire de base, avantages sociaux, le paragraphe sur les contributions exceptionnelles aux relations clients. Il lève les yeux. Tu ne m'en avais pas parlé. J'allais le faire après le mariage. Il prend la lettre de recommandation, la lit en silence. Le client qu'il a écrite m'a qualifié de « l'analyste la plus rigoureuse et la plus intègre avec laquelle j'ai travaillé en 23 ans ». Les lèvres d'Ethan bougent en lisant cette partie. Puis je lui montre mon téléphone. La photo du bureau de Gérald, l'impression de test dans le bac de l'imprimante, la note manuscrite. Utilisez la même police que les autres. Elle pensera que ça vient de l'organisatrice. Ethan lit la note 3 fois. Son visage passe par plusieurs étapes. La surprise, puis la colère, puis quelque chose de plus dur et de plus silencieux que la colère. La résolution. Il a planifié ça, dit Ethan. Il s'est assis et a planifié de t'humilier à mon mariage. Je ne te demande rien. Je te montre simplement dans quelle famille tu es entré. Ethan remet les documents dans l'enveloppe. Il la tient à deux mains, comme quelque chose de fragile et de lourd à la fois. Non, dit-il. Tu me montres qui m'a élevé. Il se lève. Il boutonne sa veste. Il coince l'enveloppe sous son bras. Je retourne là-dedans. Ethan, réfléchis. J'y ai réfléchi pendant 13 ans. Les portes de la salle de bal s'ouvrent. La musique joue toujours. 200 personnes dansent toujours. Plus pour longtemps. Nous retournons dans la salle de bal ensemble. Épaule contre épaule. Son smoking, ma robe bleu marine. Le garçon que j'ai élevé, et la femme qui l'a élevé. Traversant un sol en marbre qui n'était jamais censé nous porter tous les deux en même temps. Gérald nous voit en premier. Il est en pleine conversation avec deux hommes en cravate de soie assortis quand ses yeux suivent notre trajectoire depuis les portes du jardin jusqu'au centre de la pièce. Son sourire ne disparaît pas. Il se recalibre. Il lit les pièces comme je lis les bilans financiers. Et quelque chose dans cette pièce a changé. Paige nous voit ensuite. Elle est à la table d'honneur, une flûte de champagne à la main, et elle la baisse lentement quand elle voit le visage d'Ethan. Elle sait. Je peux le dire à la façon dont ses doigts se resserrent autour du pied du verre. Lorraine, de l'autre côté de la salle, croise mon regard. Un petit hochement de tête. Pas un signal, une déclaration. Je suis là. Ethan se dirige vers la cabine du DJ. Il parle au DJ. La musique s'estompe. Le DJ se penche vers son micro. Le marié aimerait dire quelques mots. Des murmures parcourent la foule. Ce n'était pas au programme. Le sourire de Gérald se crispe. Il pose son verre et redresse sa veste. Un réflexe, l'armure se met en place. Ethan se dirige vers le pied de micro au bord de la piste de danse. Il l'ajuste. Regarde les 200 visages. L'enveloppe Kraft est dans sa main gauche. Je me tiens près des portes du jardin, à 5 mètres de la sortie. Ma pochette est vide maintenant. L'enveloppe est avec Ethan. Mon téléphone est dans la poche de ma robe. Et la seule chose qui reste à l'intérieur est un paquet de mouchoirs. J'espère ne pas en avoir besoin. 200 personnes se tournent vers le micro. Gérald attrape son verre d'eau. Sa main tremble. Je n'avais pas prévu de reparler ce soir, dit Ethan. Sa voix est stable, la même constance que notre père avait. Le genre qui vient de n'avoir plus rien à perdre.
Mais il s'est passé quelque chose que je ne peux ignorer. La pièce est silencieuse. Le genre de silence qui se produit lorsque 200 personnes retiennent leur souffle en même temps. Mon beau-père a dit quelque chose pendant son toast que je dois corriger. Il a dit que je m'en suis sorti tout seul. Gérald s'agite sur sa chaise. Diane attrape son bras. Il la repousse. Ce n'est pas vrai. Ethan marque une pause. Je regarde sa gorge bouger. Il déglutit une fois. Quand j'avais 11 ans, mon père est mort. Ma mère était déjà partie. Elle est partie quand ma sœur avait 7 ans. L'État de Caroline du Nord voulait me placer en famille d'accueil. Une seule personne a empêché cela. Il se tourne vers la table 14. Toutes les têtes dans la salle suivent. Une seule personne a signé les papiers de tutelle à 19 ans. A abandonné l'université. A travaillé à 2 emplois, de jour dans un bureau de plomberie, le soir a donné des cours de maths pour que je puisse rester à l'école et dormir dans un vrai lit. Elle a pris le canapé. Pendant 6 ans. Elle a dormi sur un canapé pour que je puisse avoir la chambre. La salle ne respire plus. Cette personne est assise à la table 14, la plus proche des portes de la cuisine. Il lève le carton nominatif. Papier cartonné ivoire, police calligraphié. Voici ce qu'il y avait à sa place ce soir. Il le lit à voix haute, chaque syllabe claire, chaque mot délibéré, sa voix portant jusqu'au fond de la salle et rebondissant sur le marbre. Pauvre sœur fauchée qui vit au crochet de son frère. Les allaitements ne sont pas polis. Ils sont réels. Une femme à la table 6 couvre sa bouche. Un homme à la table 9 se penche en avant. Quelqu'un derrière moi murmure « non » et le pense sincèrement. Le visage de Gérald se vide de son sang. La couleur quitte son front vers le bas, comme une marée qui se retire. Ethan ouvre l'enveloppe Kraft. Il sort le premier document et le brandit. Ceci est la licence de CPA de ma sœur, délivrée par l'ordre des experts comptables de Caroline du Nord. Il le pose sur la table la plus proche. Un invité le prend, le lit, le passe à la femme à côté de lui. Ceci est son badge d'employé chez Morrison & Klein, le 3e plus grand cabinet comptable de cet État. Il le pose aussi. Il circule. Ceci est une lettre de recommandation d'un client dont elle a sauvé l'entreprise d'une erreur d'audit de 2 millions d'euros. À ce stade, l'ambiance de la salle a changé. Les rires de tout à l'heure ont disparu. Les invités qui avaient gloussé en voyant le carton regardent maintenant leurs assiettes. Et ceci, Ethan brandit le dernier document. Ceci est une lettre de promotion. Effective le 1er juin. Ma sœur a été promue directrice principale. Il regarde Gérald directement. De la manière dont on regarde quelqu'un qu'on a décidé de ne plus respecter. Vous avez dit que je me suis construit à partir de rien. Non. J'ai été construit par Bridget Fuller. Elle a payé mes fournitures scolaires avec l'argent de ses pourboires. Elle m'a conduit à chaque visite d'université dans une voiture au pare-brise fissuré. Elle a relu chaque dossier de candidature que j'ai écrit. Gérald se lève. Ethan, ça suffit. Je n'ai pas fini. La salle retient son souffle. Ethan se tourne complètement vers Gérald. Sa voix baisse, mais chaque mot porte. Vous venez de faire l'erreur la plus coûteuse de votre vie. Silence. Parce que la prochaine fois que vous manquerez de respect à ma sœur, la prochaine fois que vous mettrez un carton sur une table, ou que vous porterez un toast qui prétend qu'elle n'existe pas, ou que vous essaierez de m'acheter avec un bureau d'angle, vous perdrez un gendre. La bouche de Gérald s'ouvre. Rien ne sort. La salle éclate. Pas en applaudissements. Pas encore. En bruit. Murmure, halètement, le son de 200 personnes recalculant tout ce qu'elles pensaient savoir sur l'homme à la table d'honneur. Je ne l'ai pas élevé pour qu'il me regarde me faire humilier. Il m'a entendu. Il m'a toujours entendu. Gérald explose. C'est le mariage de ma fille. Crie-t-il. La chaleur a quitté sa voix. Ce qui reste est brut et éraillé, la voix d'un homme qui n'a jamais été contredit devant des témoins. J'ai payé pour tout ça. Chaque fleur, chaque assiette, chaque verre de champagne que vous buvez. Vous n'avez pas le droit de. Gérald. Un seul mot, venu de l'autre bout de la salle. Lorraine se lève. Elle tient son téléphone. L'écran est allumé.
La photo de 1995. Vous m'avez fait ça il y a 30 ans, dit-elle. Sa voix n'est pas forte, mais elle n'en a pas besoin. La salle est si silencieuse que je peux entendre la glace bouger dans le verre d'eau de quelqu'un. Même carton, même écriture, même papier cartonné ivoire. Vous avez écrit l'embarras de Gérald, l'enseignante qui s'est mariée en dessous de sa condition et l'avait mis à ma place. Le visage de Gérald passe du rouge au blanc. Lorraine, assieds-toi. Je suis assise depuis 30 ans. J'ai fini de m'asseoir. Elle lève son téléphone. La photo est petite, mais les gens aux tables les plus proches se penchent. Ils voient l'écriture. Ils voient la correspondance. Gérald se tourne vers Diane. Dis quelque chose. Diane regarde ses mains. Ses bagues captent la lumière des lustres. Elle ne dit rien. Gérald se tourne vers Paige. Dis-leur que c'est ridicule. Paige pleure. Pas comme une mariée pleure le jour de son mariage. Des larmes de joie. Des larmes de champagne. Elle pleure parce qu'elle regarde le visage d'Ethan. Et elle peut le voir. La porte qui se ferme. Le calcul qui se termine. Le mari qu'elle a épousé il y a 12 heures, décidant de ce avec quoi il peut vivre, et de ce qu'il ne peut pas. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, commence Gérald. Personne ne termine la phrase pour lui. Personne ne le sauve. L'homme qui a passé 30 ans à contrôler chaque pièce où il entrait est debout au milieu d'une. Et pour la première fois de sa vie, la pièce ne l'écoute pas. Je n'ai pas dit un mot. Je suis toujours debout près de la table 14, regardant, calme. La salle se tourne vers moi. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps. Pendant le discours d'Ethan, pendant les documents, pendant l'explosion de Gérald et la révélation de Lorraine, je suis resté debout près de la table 14, dans ma robe bleu marine, avec la montre de mon père au poignet, et je n'ai pas dit un seul mot. Maintenant, j'avance. Pas vers Gérald, pas vers le micro. Vers Ethan. Il est toujours au pied du micro, l'enveloppe vide à la main, ses yeux brillants. Je traverse la piste de danse, 15 pieds de marbre italien qui ressemble soudain à un podium, et je m'arrête à côté de mon frère. Il prend ma main. Ses doigts effleurent la Timex à mon poignet. Papa serait fier, murmure-t-il. Je me tourne vers la salle. 200 visages. Certains sympathiques, certains stupéfaits, certains composant déjà les SMS qu'ils enverront sur le parking. Je ne vais pas faire de discours, dis-je. Ma voix est calme, la plus calme de toute la soirée. Je ne vais pas énumérer mes réussites, car ma valeur n'a jamais résidé dans une licence, un titre, ou une lettre de promotion. Je marque une pause. Ma valeur est dans cet homme, juste là. Je regarde Ethan, et il le sait. Il l'a toujours su. Je me dirige vers la table 14. Je ramasse le carton nominatif. Celui que j'ai placé face visible il y a des heures, celui que Diane a retourné face contre table, celui qui a tout déclenché. Je le porte à la table d'honneur. Je le pose sur la nappe, devant Gérald Whitfield. Papier cartonné ivoire, police calligraphiée. Pauvre sœur fauchée qui vit au crochet de son frère. Vous pouvez garder ça, dit Dash. Je me tourne vers la porte. Ethan est déjà à mes côtés. Nous marchons. La distance entre la table d'honneur et les portes de la salle de bal est de 47 pas. Je les compte, parce que c'est ce que je fais. Je compte les choses. Ethan est à ma gauche. Sa main est sur mon épaule. Pas pour me guider, pas pour me diriger. Juste là. Le poids d'un frère qui a fait le bon choix. Derrière nous, j'entends une chaise qu'on repousse. Des talons sur le marbre. Je ne me retourne pas, mais je sais que c'est Lorraine. 3 personnes qui quittent un mariage de 200 personnes. Pas 20. Les tables de chaque côté nous regardent. Une femme à la table 8 pleure. Un homme à la table 3 hoche lentement la tête, la mâchoire serrée. Le photographe abaisse son appareil. Pas 30. Quelqu'un commence à applaudir. Juste une personne, quelque part au milieu de la salle. Puis une autre. Puis 4 de plus. Ce ne sont pas des applaudissements tonitruants. C'est épars, incertain. Le son de gens qui ne sont pas sûrs d'avoir le droit d'applaudir, mais qui ne peuvent s'en empêcher. Pas 40. Gérald est assis.
J'aperçois son reflet dans les portes vitrées alors que nous approchons. Il se tasse sur sa chaise, ses épaules se replient vers l'intérieur. La posture d'un homme qui vient de découvrir que l'argent ne peut pas acheter le silence, quand la vérité est plus forte. Pas 47. Nous avons franchi les portes. Dehors, l'air sent le jasmin et la poussière de gravier. Le voiturier est parti. Il est plus de 23 heures. Ma Honda Civic est garée entre la Mercedes et le Range Rover, et elle n'a jamais été aussi belle. Je suis désolé, Bridge, dit Ethan. Ne t'excuse pas. Tu as fait le bon choix. Lorraine franchit les portes derrière nous. Elle ajuste ses lunettes de lecture. Vous l'avez tous les deux fait. Je déverrouille la voiture. Ethan monte sur le siège passager, le même siège où l'enveloppe Kraft reposait il y a 11 jours. Lorraine se glisse à l'arrière. Je démarre le moteur. Je quitte le domaine des Whitfield. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. 3 personnes dans une Honda Civic. Une famille étrange, imparfaite, parfaite. Dimanche matin, 7h12. Ethan dort sur mon canapé. Le même canapé où j'ai dormi pendant 6 ans. Il porte toujours son pantalon de smoking, sa veste pliée sur la coudoir, son nœud papillon sur la table basse à côté d'une tasse de tisane à la camomille froide. Je prépare du café, 2 tasses. De la même manière que je prépare le café chaque dimanche matin depuis qu'il a 12 ans. Le sien avec trop de crème, le mien noir. Mon téléphone a 47 SMS et 12 appels manqués. Je les parcours pendant que le café infuse. Page, 11 SMS, de plus en plus désespéré. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne savais pas qu'il allait faire ce discours. Ethan, s'il te plaît. Je t'aime. Diane, 2 SMS. Ce n'était pas nécessaire. Et puis, 30 minutes plus tard, je suis désolé. Gérald, 1 SMS. Vous avez détruit le jour du mariage de ma fille. J'espère que vous êtes fiers. L'assistante de Gérald. 3 appels manqués. Pas de messages vocaux. Et puis il y a l'autre chose. La photo de mon carton nominatif. Celle que quelqu'un à la table 14 a prise avant même que je ne la voie, fait le tour. Une femme nommée Sheila, que je n'ai jamais rencontrée, l'a postée dans un groupe de discussion communautaire local avec la légende, c'était à un mariage Whitfield hier soir. Oui, ce Whitfield. Je pose le téléphone. Je verse le café. J'apporte les 2 tasses au salon et en pose une sur la table, à côté du nœud papillon d'Ethan. Il ouvre les yeux. Bonjour, dis-je. Bonjour. Il se redresse, prend le café, boit. Nous restons assis en silence, comme nous l'avons toujours fait. 2 personnes qui ont appris il y a longtemps que le silence en famille n'est pas vide. Il est plein. Ethan appelle Paige à 9h. Je suis dans la cuisine à faire la vaisselle. Je n'ai pas besoin d'être dans la pièce pour ça, mais l'appartement est petit, alors j'entends tout. Je t'aime, dit Ethan, mais j'ai besoin que tu choisisses les règles de ton père, ou notre vie. La voix de Paige est mince à travers le haut-parleur. Je lui ai dit que c'était mal, Ethan. Je lui ai dit avant le dîner. Tu lui as dit, et puis tu as laissé faire. Une longue pause. J'entends Paige respirer. J'entends ce qui ressemble à une porte qui se ferme de son côté. Je sais, dit-elle. Je sais. J'ai laissé faire. Alors voici ce qui doit changer. Gérald ne nous contacte ni moi ni Bridget tant qu'il ne s'est pas excusé. De vraies excuses, pas un toast, pas un communiqué de presse. Et nous allons en thérapie, toi et moi, à partir de cette semaine. D'accord. D'accord ne suffit pas. J'ai besoin que tu le penses. Je le pense. Le lundi matin, les répercussions ont atteint le travail de Gérald. 2 associés annulent des réunions prévues. Aucune explication, juste des changements de calendrier. Son partenaire de golf au country club appelle pour dire qu'il ne pourra pas venir pour la partie de jeudi. La publication de Lorraine sur Facebook est mise en ligne à midi. La photo du carton de 1995, côte à côte avec une description de ce qui s'est passé au mariage. Légende, 30 ans plus tard, même écriture. Le mardi, elle a été partagée 112 fois. Diane m'appelle le mercredi. Je sais que tu ne me croiras pas, mais je suis désolé.
Merci, Diane. Mais désolé ne signifie rien tant que ça ne change pas quelque chose. Elle ne discute pas. Elle raccroche point une semaine plus tard, je signe ma lettre de promotion. Directrice principale, Morrison & Klein. Mon directeur, Marcus, me serre la main et dit, vous l'aviez mérité il y a 3 ans. Nous rattrapons juste notre retard. Ethan et Paige commencent une thérapie de couple. Elle a choisi Ethan. Elle a dit à Gérald de rester à l'écart jusqu'à ce qu'il s'excuse. Il ne le fait pas. Chaque dimanche matin, Ethan vient à mon appartement. Il s'assoit sur le canapé. Je fais du café, le sien avec trop de crème, le mien noir. Parfois, nous parlons du travail, d'architecture, d'une recette qu'il essaie. Parfois, nous ne parlons pas du tout. La Timex est à mon poignet. Le verre est rayé. Le bracelet est doux. Elles donnent leur parfaitement. Je ne suis pas allé à ce mariage pour me battre. J'y suis allé parce que j'ai élevé un homme bien, et je voulais le voir heureux. Ce que j'ai eu à la place, c'est quelque chose que je n'attendais pas. La preuve que ma valeur n'a jamais été en question. C'est Gérald qui a toujours été fauché. C'est mon histoire. Un carton nominatif. 13 ans à élever un frère qui a fait le bon choix. Et une salle pleine de gens qui ont enfin vu la vérité. Si quelqu'un essaie un jour d'écrire votre nom de travers, levez-vous. Vous savez qui vous êtes. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine histoire.